Bonjour à tous, je m'appelle Mélie Leroy et je suis lectureur en préhistoire à la Queen's University de Belfast en Irlande du Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler des pratiques funéraires à la fin de la préhistoire en Ardèche et ses marges, et notamment vous présenter les différents travaux que je mène depuis quelques années sur ce territoire. La situation en France méditerranéenne à la fin du néolithique, début de l'âge du bronze, est désormais bien connue via les études céramiques et les habitats de plein air qui sont notamment situés dans les garrigues. Donc, ces deux cultures majeures sont connues, les cultures de Fontbouisse, de Ferrières puis de Fontbouisse à la fin du néolithique, et qui montrent une apparition de la métallurgie à un moment qui mène vers les débuts de l'âge du bronze, et notamment l'âge du bronze ancien. C'est donc cette chronologie que mes travaux vont concerner, et suite à ma thèse que j'ai réalisée en 2015 sur les pratiques funéraires des enfants au néolithique, j'avais réalisé un inventaire sur l'ensemble des sites connus pour le néolithique afin d'aborder et de discuter la considération sociale des enfants à travers les pratiques funéraires. Dans cet inventaire, j'avais mis en évidence beaucoup de sites dans le sud de la France et notamment beaucoup de sites dont on connaissait très peu de données sur les données anthropologiques. Et donc, c'est sur quoi c'est sur quoi je me consacre depuis quelques années maintenant, et pour essayer de combler ce vide que j'avais pu voir dans mon inventaire concernant notamment les enfants, mais en plus général, les données anthropologiques. Donc, les cultures de Ferrières et Fontbouisse sont bien connues pour leurs pratiques funéraires, mais surtout au niveau de leur architecture. En effet, on connaît pour ces deux cultures-là différentes structures funéraires, comme notamment les dolmens, des grosses structures mégalithiques faites de grosses dalles en pierre. Mais ce n'est pas le seul endroit où les néolithiques de la fin de la période ont inhumé leurs morts, ont déposé leurs morts. Pardon. On connaît aussi des sépultures en grotte, donc en milieu naturel, que sont des cavités qui pouvaient être soit aménagées, soit utilisées telles quelles, mais aussi des hypogées, et qui sont des constructions de main d'homme, des cavités construites de main d'homme, et qui servaient également à déposer leurs morts. Alors, ces structures sont connues pour être des sépultures collectives, c'est-à-dire que ce sont des lieux où l'on inhumait les morts au fur et à mesure des décès. Donc ça veut dire que cela nécessitait un accès pérenne à la structure et qu'on déposait les morts au fur et à mesure des décès. Donc les dépôts étaient successifs et pas forcément simultanés. Donc même si cela pouvait arriver qu'on déposait plusieurs morts en même temps, le principe était que il y avait une accumulation de corps au cours du temps. Alors, c'est justement ce sur quoi moi je me penche parce que on connaît beaucoup de sites qui ont dû recevoir énormément de morts et comment dire de manière successive. Mais ce sont mes problématiques de recherche et donc moi je vais investiguer plus en avant pour savoir quelles sont les modalités de dépôt ou autres. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément toute la population inhumée dans ces endroits, dans ces monuments. Et donc, du coup, moi, je me pose la question de quels étaient les critères de sélection pour être inhumé et pour être déposé dans ces structures. Parce que, notamment, les structures mégalithiques sont des ouvrages qui nécessitent énormément qui nécessitait un fort investissement en temps et en main-d'œuvre dans la construction et l'aménagement de ces structures. Donc, on connaît beaucoup de données par rapport aux études ethnographiques sur des territoires qui utilisent encore les mégalithiques comme lieu de sépulture. Mais on a aussi également beaucoup de données par rapport à l'archéologie expérimentale. Et c'est une part d'ailleurs c'est une discipline très active dans la région d'Ardèche, parce que notamment les associations de Randardesca et ainsi que la Cité de la Préhistoire à Orniac-la-Veine se sont essayées à construire
leur dolmen et voir, selon les connaissances qu'on avait depuis, grâce aux données archéologiques, de savoir quelles étaient leurs pratiques, est-ce que cela nécessitait énormément de temps, énormément de main-d'œuvre ou autre. Et donc, vous pourrez leur demander, mais très certainement, ils vous répondront que, en fait, ça nécessite un travail énorme et une connaissance de l'environnement et des matériaux vraiment, très approfondie. Et donc, du coup, se pose la question de si la construction d'un tel monument nécessite un aussi fort investissement en temps et en main-d'œuvre pour sa construction, quels sont les morts qui sont inhumés dans ces structures et quels étaient les critères de sélection pour être inhumés dans ces morts. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on a noté que toute la population ne pouvait pas être inhumée dans ces structures parce que même si certaines de ces structures ont permis de découvrir et d'estimer un nombre minimum d'individus présents relativement large, cela n'a rien à voir avec la population générale qui devait être présente au néolithique. Donc, du coup, se pose la question de qui sont les morts déposés à l'intérieur et quelles sont ces sélections. Donc, moi, mes travaux, depuis 2015, donc depuis ma thèse, je travaille sur ces questions-là et notamment sur le traitement des enfants. Et donc, bien souvent, c'est quand même difficile de reconstruire le dépôt funéraire et de reconstruire l'ordre des dépôts au sein de ces structures qui sont bien souvent mélangées et très perturbées parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des sépultures collectives, donc on apporte les morts au fur et à mesure des décès. Et donc ça veut dire que quand on apporte un nouveau mort, bien souvent, on va perturber le dépôt précédent ou les dépôts précédents. Et donc ça va résulter en quelque chose qui va être assez mélangé et assez difficile à reconstituer pour nous les archéologues. Donc moi, pendant ma thèse, j'ai développé un protocole d'étude de ces sépultures collectives en associant les données de terrain, les données biologiques obtenues en laboratoire et en mettant tout ça dans un système d'information géographique afin de reconstruire virtuellement les potentiels individus qui ont conservé une certaine logique anatomique et afin de décrire les pratiques funéraires et décrire la position des différents individus selon le sexe, l'âge ou d'autres critères. Donc là, l'exemple que je vous montre ici, c'est une sépulture collective du bassin parisien et c'est sur la sépulture de la Trupendue sur la commune de Passy. Et comment dire, j'avais réussi à mettre en place ce protocole et à mettre en évidence un traitement différentiel des enfants qui sont principalement localisés sur les bords de la structure. Donc c'est une fosse où il y avait un coffre en bois inhumé dedans. Et donc les enfants de moins de 9 ans sont uniquement retrouvés sur les bords de cette structure. Et alors que les individus de taille adulte, comme les adolescents ou les adultes, sont eux complètement étendus sur toute la surface de la structure. Donc, grâce à ce protocole, on a des éléments maintenant de discussion pour aller voir les modalités de dépôt et les traitements différentiels possibles qui sont au sein de ces sépultures collectives. Ma deuxième approche est également la sélection des inhumés. Donc, en reconstituant les courbes de mortalité des ensembles funéraires, et en les comparant à des courbes de mortalité théoriques basées sur des données issues des populations pré-génériennes, donc c'est-à-dire avant toutes les avancées de la médecine, comme le vaccin contre la variole, et des populations pré-industrielles, en fait, j'essaie d'identifier s'il n'y a pas des classes d'âge chez les enfants qui sont significativement manquantes. Donc, en faisant ça, comme vous le voyez sur le dolmen des abris, c'est le travail de Camille Bouffiès lors de son master qui avait étudié la collection squelettique du dolmen des abris 2. On avait pu mettre en évidence une absence significative d'enfants de moins de 0 ans. Alors, la question de la conservation différentielle ne se pose pas ici, parce que comme on a quand même retrouvé des ossements de fœtus et des ossements d'enfants de 1-4 ans, dans ces cas-là, ça prouve bien que les ossements
une fois calcifiés, bien qu'ils appartiennent à de jeunes individus, ne se désintègrent pas plus que les ossements d'adultes ou les ossements d'individus plus âgés. Donc en fait, ce manque significatif de 0 ans peut être interprété comme une sélection culturelle dans le recrutement funéraire, et donc du coup que les enfants de moins de 1 an n'avaient pas forcément accès à la sépulture, et donc que c'était un choix culturel de ne pas les inhumer avec le reste de la population. Alors, les sépultures collectives, c'est quelque chose de compliqué à aller étudier, parce que il y a une conservation différentielle entre les différents lieux d'inhumation et lieux de dépôt, et il y a aussi également une documentation très inégale, parce que en fait, les ossements sont généralement accessibles et vulnérables à des prélèvements inopportuns, et notamment lors de découvertes fortuites où on va perturber les dépôts et surtout prélever des ossements ou perturber donc les dépôts. Et nous, quand on arrive sur ces lieux-là, on n'a plus forcément les informations dont on a besoin pour reconstituer le dépôt. Et en plus, notamment pour ce qui concerne les monuments mégalithiques, ce sont des monuments connus depuis très longtemps. Et donc, on note aussi des réinterventions dans les périodes postérieures à leur occupation initiale, donc que ce soit à l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, ou même plus récemment à l'époque contemporaine. Et donc, du coup, ce sont des monuments qui ont été très fragiles au niveau de leur conservation, de la conservation de l'intégrité de leur chambre. Et donc, du coup, on ne va pas avoir les données nécessaires aussi, parce que quelquefois les os vont manquer ou alors vont être complètement perturbés ou quelquefois même réenterrés dans le cimetière communal de la commune. Et donc, du coup, les données qu'on avait depuis un petit moment sur la région, on se doutait, au vu de leur structure et au vu de leur emplacement et des monuments où ils se trouvent, que c'était très certainement des sépultures collectives, notamment avec, pour les monuments mégalithiques, un couloir d'accès qui, du coup, génère un accès pérenne à la sépulture. Et donc, du coup, on suppose que du coup, c'était pour pouvoir permettre de déposer les morts au fur et à mesure des décès. Donc, c'est sur ça qu'on base le fait que ce soit des sépultures collectives, mais en soi, on n'en a pas vraiment de certitude, parce que les plupart études anthropologiques qui ont été faites sur ces monuments, ce sont principalement des études odontologiques, donc basées sur les dents, et qui ne se sont focalisés que sur l'estimation du nombre minimal d'individus et d'un état sanitaire relativement vite fait, basé que sur l'étude des dents. Donc du coup, les modalités de dépôt n'ont pas vraiment fait d'objet de questions sur les différentes études qui ont été faites sur ces monuments. Et donc du coup, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il reste assez d'indices pour pouvoir aller reconstituer les modalités de dépôt au sein de ces différentes sépultures? Parce que sur la base de données ethnographiques, on sait que la pratique des sépultures collectives est un phénomène très complexe, donc notamment sur les données de Sumba en Indonésie par Christian Jeunesse et son équipe, et également des travaux plus anciens sur le mégalithisme malgache. On sait que la sélection pour être déposée au sein des différents dolmens est un peu comme un jeu de chaises musicales, parce que du coup, on ne va pas pouvoir être inhumé, par exemple, dans le même monument que sa tante ou son oncle ou ses parents directs. Et donc, du coup, en fait, on va être déposé dans un dolmen ou dans un monument à côté ou deux autres à côté ou autre. Donc, en fait, il y a vraiment une sélection très particulière et dont on n'a pas encore accès, puisqu'on n'a pas encore de données sur les lignages ou sur les différentes personnes qui sont déposées dans ces dolmens. Mais on sait que cela peut être très, très complexe et donc c'est peut-être un peu utopique, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais à définir qui sont vraiment déposés dans ces sépultures collectives. Mais il faut quand même essayer pour essayer de le savoir.
Donc du coup, ben moi, là pour l'instant, je travaille sur la région et j'ai repris environ 22 sites, 22 données de sites, soit en reprenant les études ostéo avec mes étudiantes ou par moi-même, ou alors en me basant sur les rares données bibliographiques qui sont disponibles pour ces différents monuments. Et donc, ben, depuis 2017, j'ai repris des fouilles sur le terrain, ou j'ai initié des fouilles sur le terrain. Alors, notamment à l'Aven Yana, qui est à Saint-Privat-de-Chanclos, dans les gorges de la Cèze, et où en 2014, un spéléologue a mis au jour une cavité sépulcrale qui est datée de l'âge du bronze ancien. Et donc, c'est encore en cours de fouille. Là, on va attaquer pour l'année prochaine la 4e campagne. Et donc, les données font état de 9 individus, très certainement déposés en position primaire, et donc ça veut dire qu'ils se sont décomposés sur place, mais qui ont été très perturbés par la suite, et dont l'état sanitaire général est assez mauvais. On va remarquer des abcès dentaires, des déficiences en vitamine D ou autres, et aussi un cas très important de tuberculose. Et comment dire, et j'ai aussi repris les travaux de Odette et André Charles-Gros sur le dolmen des Abris 2, sur lequel Camille a fait son master de recherche en 2016. Et donc, une fois qu'on avait les données d'Odette et André Charles-Gros sur l'architecture, les données de Camille sur les ossements humains, moi je suis retournée sur le terrain pour savoir si on ne pouvait pas approfondir ces données-là. Donc là maintenant, c'est ce que je suis en train de faire, donc ces 2 fouilles. Les Abris 2, normalement la dernière campagne sera en juin prochain. Et donc du coup, ce sont encore des travaux en cours et j'espère bien venir très prochainement vous présenter le résultat de ces 2 dernières fouilles et essayer de répondre à toutes les questions que j'ai posées aujourd'hui et savoir si on peut, sur les fouilles anciennes et sur de nouvelles fouilles, déterminer quelles étaient vraiment les pratiques funéraires à la fin du néolithique, début de l'âge du bronze, en Ardèche et ses marges, et essayer d'aller voir si on ne peut pas aller encore plus loin dans les interprétations. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous voir très bientôt, que ce soit aux Abris ou à Yana. Vous êtes les bienvenus.